avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24 h sur 24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire depuis les États-Unis. Nous sommes à New York avec un nouvel invité. À 1 an et demi de l'élection présidentielle qui théoriquement devrait avoir lieu en octobre 2025, la fièvre politique monte au Cameroun. Comme à son habitude, Paul Biya, le président sortant, qui sera alors âgé de 92 ans, dont 43 passés au pouvoir, n'a encore rien fait savoir de ses intentions. Mais l'hypothèse d'une nouvelle candidature de sa part ne fait aucun doute. En face, les oppositions essayent tant bien que mal de s'organiser à travers des alliances et autres coalitions qui peinent à se consolider. Lui n'a pas attendu pour annoncer sa candidature. Eric Tchimi, puisqu'il s'agit de lui, est professeur d'université. Il enseigne la littérature à la Baruch College, ici à New York. Intellectuel bardé de diplômes et auteur de plusieurs ouvrages, il croit dur comme fer dans ses chances d'être le prochain président de la République du Cameroun. Quel est le sérieux de cette candidature? Sur quel appareil politique entend-il s'appuyer pour briguer la présidence du Cameroun et quelles sont ses chances? Nous posons ces questions et d'autres à notre invité, le professeur Eric Tchimi, qui nous reçoit ici
à New York pour cette édition tout à fait spéciale de votre émission, Autant le dire. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Eric Chimi, bonjour. Bonjour Jean-Bruno Tagnon. Merci infiniment de nous accueillir ici à New York pour cet entretien. Je l'ai dit, vous vivez ici à New York, vous êtes professeur d'université à la Baruch College ici à New York et vous avez récemment annoncé votre candidature pour la présidentielle de 2025. Alors, c'est du sérieux? Évidemment que c'est du sérieux. Je pense que la question, elle était attendue, évidemment, parce que la première réaction est celle de doute devant la scène politique camerounaise, devant la dynamique qui a été celle des dernières élections. La question que je me suis posée est celle de savoir si une nation aussi jeune que la nôtre pouvait se permettre, avec des élites aussi vieilles, une rediffusion, une redite de 2018. Alors, évidemment, ma candidature est une réponse préliminaire. Non, 2025 ne sera pas une bis repetita. Alors, vous avez 43 ans, une belle carrière d'universitaire qui a commencé en Europe, en France, en Suisse, puis ici aux États-Unis où vous vous trouvez. Alors, qu'est-ce que vous venez chercher dans cette galère qu'est la politique du Cameroun? Est-on tenté de vous demander pour quelqu'un qui est promis à un bel avenir professionnel? Oui, bon, je n'envisage pas cet engagement comme une opportunité professionnelle. Donc je ne suis pas à la recherche d'opportunités. Je suis plutôt en phase de création d'opportunités. C'est-à-dire que ce que je viens faire dans l'élection présidentielle, c'est d'ajouter de nouvelles perspectives pour dynamiser la vitalité de notre démocratie. Parce qu'évidemment, il faut, avec des individus, des figures que nous connaissons déjà, il est indispensable que de nouveaux profils émergent. Les dernières élections présidentielles ont laissé transparaître une société très polarisée, fragmentée, et il est important que ce qui est évidemment caractéristique des systèmes démocratiques, c'est-à-dire que cette polarisation permet de voir les lignes de fracture de la société, de distinguer aussi les tendances lourdes de la société. Donc c'est une occasion évidemment de diversifier les profils présents. Et quand je parle de profil, je parle de diversité, je parle, dans mon cas précis, d'apporter une fraîcheur qui est celle d'un enseignant en activité. Alors, vous avez parlé de la présidentielle de 2018 et vous estimez que 2025 ne sera pas le bis repetita de 2018. Mais précisément, quel a été le déclic qui vous amène à franchir le pas? L'absence de représentation d'idées que je trouve essentielle. Il y a un contexte international qui ne vous a pas échappé, qui est un contexte sécuritaire qui est extrêmement grave. Il y a, si on peut l'appeler ainsi, un vent d'ouest, une succession de prises de pouvoir en Afrique de l'Ouest, comme on l'a observé dans la région du Sahel. Et une prise de pouvoir par les armes. Hein? Oui, une prise de pouvoir par les armes, évidemment, mais pas que. Si l'on en juge du cas de l'action récente du président sénégalais qui a été élu hier. Donc il ne s'agit pas que de prise de pouvoir par les armes. La prise de pouvoir par les armes est une modalité à laquelle nous-mêmes nous pouvons être acculés si évidemment les choses ne se passent pas de la manière la plus démocratique. Et puis, quand on dit démocratique, évidemment, quand on parle de la prise de pouvoir par les armes, cela répond aussi parfois à des aspirations populaires, y compris ce qu'on a vu en Afrique, au Gabon, près de nous. Oui. C'est-à-dire que les gens, ils ont le sentiment qu'il faut ce choc d'autorité qui va rétablir en fait l'État. Ce n'est pas simplement l'État de droit, mais l'État. Parce qu'il y a ce sentiment que, par exemple, au Cameroun, nous sommes dans une absence d'État.
Alors, oui, l'absence d'État, mais encore, on vous répondra que le Cameroun, il est dirigé. On a un président qui est là au pouvoir, mais précisément, qu'est-ce que vous pensez être véritablement le déclic, ce petit quelque chose qui vous a amené à vous dire: je sors de mon confort d'intellectuel, d'universitaire aux États-Unis pour me lancer à la conquête du pouvoir au Cameroun. Encore une fois, c'est pas, je ne quitte pas, Oui. je ne démissionne pas de mes fonctions d'enseignant. Oui. À aucun moment, il ne sera question de cesser d'être enseignant. Oui, Même non. dans l'hypothèse Oui. où je suis élu, effectivement, il ne sera que d'une parenthèse de service. Oui. C'est-à-dire que ce que j'apprends à mes étudiants, c'est de rendre à la communauté. Ma communauté, c'est le Cameroun. Et j'ai écrit ces dernières années plusieurs ouvrages sur le Cameroun. J'ai participé de manière diverse avec des initiatives culturelles, économiques, à la vie de mon pays. Aujourd'hui, j'estime qu'il y a, au-delà des livres, qui atteignent un public ciblé, une nécessité de s'engager. Donc je m'engage de ma personne sans cesser d'être un enseignant. C'est essentiel dans ma démarche. Oui. Par rapport aux autres candidatures, autres profils, qui quand même, pour ne citer que deux des candidats les plus importants la dernière fois, l'un est un député, ce qui n'est pas évidemment un défaut, mais c'est des faits. Et un autre, il est là depuis 14 ans à la recherche de cette position de président de la République. Moi, j'estime qu'une fois, si on manque son coup, il faut passer le relais. Oui. Alors, il ne vous a pas échappé, professeur Éric Tchimi, que pour être candidat à la présidence de la République, je ne vous apprends rien, il y a un certain nombre de candidatures qu'il faut, enfin un certain nombre de conditions qu'il faut remplir, des conditions légales. Par exemple, être investi par un parti politique ou alors l'hypothèse d'une candidature indépendante qui est assez complexe. Alors, avez-vous déjà une structure politique, un appareil politique qui va porter votre candidature à la présidence de la République au Cameroun? Oui, il y a, évidemment, j'ai déjà, je suis, depuis ma déclaration de candidature, bon, il s'agit d'une déclaration de candidature au sens politique, pas au sens juridique, Oui. parce que la déclaration de candidature, stricto sensu, correspond à l'acte de déposer son dossier, oui. à la direction Là, générale c'est une électorale. autre étape. Oui, Oui. voilà. Donc, mais sur le plan politique, quand on se présente comme candidat déclaré, c'est que l'on voudrait indiquer une présence. C'est important. À ce stade, rien n'est inenvisageable pour 2025. Le pire, comme le meilleur peut arriver. C'est-à-dire L'absurde, Oui. comme le cocasse. C'est-à-dire que il n'y a personne, pas même Paul Biya, que vous avez cité en ouverture, qui soit assuré d'être investi par son parti. Nous ne sommes que à des conjectures. Oui. Le jeu politique est tellement verrouillé que s'avancer même, commencer à penser à revendiquer l'investiture d'un parti est prématuré parce qu'il pourrait y avoir des élections législatives. Et des partis qui aujourd'hui sont à mesure d'investir perdre cette qualité-là. Oui. Donc, évidemment, j'ai été abordé par des partis politiques, peut-être nous aurons l'occasion d'en parler, pour porter des partis politiques importants. Ensuite, la question de la candidature, des candidatures indépendantes, ça encore, ça fait partie des anomalies de notre système, parce que c'est 300 signatures, 30 par région. Voilà, 30 par région. Oui, mais et sur la qualité des personnes qui peuvent vous donner un mandat, il y a quand même, ce sont des élus, des assemblées, et puis des conseils. Chambres consulaires. Voilà. Et ce qui est important, en fait, pourquoi est-ce que j'expliquais cette difficulté, c'est que c'est une difficulté que tous les acteurs politiques, une difficulté à laquelle tous les acteurs politiques font face. Bien sûr. Il ne s'agit pas d'une question qui se poserait de manière particulière au cas du professeur Tchimi. C'est-à-dire que tous les acteurs politiques, de Maurice Kamto à Cabral Libye, aujourd'hui, on le voit, ont des partis qui, en puissance, virtuellement, ne sont pas en mesure de les investir. Donc, évidemment, il se passera des choses. Il se passera beaucoup de choses d'ici à 2025 et de 2025 à octobre 2025. Mais cela ne doit pas constituer des obstacles à l'action. C'est-à-dire que nous préparons nos armes,
indépendamment, parce qu'évidemment, il y a des plans B, A, B, C, jusqu'à Z. Évidemment, la candidature indépendante, c'est une option. Oui. Mais il se pose évidemment le problème du coût, parce que c'est un coût qui pourrait être utilisé différemment. Mais nous l'avons examiné. En cas d'élection, elle n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible. Nous avons évalué les difficultés, mais c'est tout à fait possible d'y arriver. Bon. Oui, alors vous parliez effectivement de la donne politique qui pourrait connaître une réelle modification au cas où on allait aux élections législatives et municipales avant la présidentielle, sauf qu'effectivement, il y a des rumeurs qui courent sur la possibilité d'inverser le calendrier électoral, c'est-à-dire d'organiser l'élection présidentielle avant les élections législatives. C'est plus qu'une rumeur, c'est plausible si on s'en tient à... Ce qui serait un coup tactique politique de la part du pouvoir, parce que d'office, ça élimine un certain nombre de candidats. Bon, je ne crois pas qu'ils aient besoin de recourir à cet outil pour éliminer beaucoup de candidats. Oui. C'est-à-dire que Cabral Libye, il y a, en raison évidemment d'affaires qui sont à la fois personnelles et politiques, qui ont une situation difficile dans son parti, Maurice Kamto peut voir son dossier rejeté de la manière la plus naturelle par la direction du Conseil électoral, par Elicam. Tout simplement parce que l'une des conditions, quand on est candidat quand même, c'est de respecter la Constitution, et ce qui s'est passé lors de des élections peut donner matière à rejet. Évidemment, il pourra se pouvoir au Conseil constitutionnel, mais cela n'est pas exclu. Donc le MRC même s'il avait l'opportunité d'avoir des représentants élus en janvier, Maurice Kamto n'est absolument pas sûr qu'il se représenterait. Donc le pouvoir, en réalité, n'a pas besoin de cet artifice-là. Et ça le desservirait totalement, parce qu'évidemment, ce serait mettre le Cameroun en situation de guerre. Oui. Parce que les gens, ils ne resteront pas là cette fois-là. Parce qu'évidemment, c'est une échéance très attendue. Nous avons reçu des signaux internationaux, c'est-à-dire qu'en Afrique centrale, au Tchad et en Afrique de l'Ouest, et les gens sont prêts à ce changement-là. Je le perçois. Oui. Je discute avec les Camerounais et ils n'attendent que ça. Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un certain nombre de formations politiques bien établies qui vous auraient approché pour porter votre candidature ou au moins pour en discuter. Alors, parlez-nous-en. Qui sont ces partis qui vous ont il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs partis. Oui. Il y a plusieurs partis. Et il y a des partis que j'ai approchés aussi, évidemment. Oui. C'est-à-dire que c'est vous-même qui avez fait la démarche. Oui. Parlez-nous-en. Par exemple, j'ai fait la démarche déjà auprès de deux partis de mon village, de ma communauté, c'est-à-dire que le parti de M. Denis Emilien Tangana et le parti de M. Célestin Bedigui. Oui. Les deux partis qui sont représentés dans les conseils électoraux, donc capables d'investir des candidats. Absolument. J'ai voulu le prendre à la lettre parce qu'il avait dit dans les médias que c'était venu le temps pour lui de passer la main. Oui. Je ne l'ai pas contacté directement. Son fils, qui est docteur de sciences politiques et un ami de longue date, a servi d'intermédiaire. Oui. Mais il n'y a pas eu de réponse. C'est que je comprends. C'est-à-dire que quand dans ce type de démarche, évidemment, les hommes politiques, il ne suffit pas de se présenter pour avoir... il faut faire des preuves. Ça, je le comprends. Donc il y a ce cas-là. Il y a le cas de Célestin Bedigui, lettre morte pour l'instant. Lettre morte, oui. Lettre morte. Et je vais dire, en réalité, il faut du temps. Oui. Donc pour l'instant, je me suis pris... Oui. Assez tôt quand même. Oui. Donc, et pour cause. Oui. C'est-à-dire que je ne pars pas, je ne suis pas un personnage médiatique ni public camerounais. Je n'ai pas enseigné dans l'université camerounaise. Donc, j'avais intérêt très tôt à fourbir mes armes, à déclarer ma candidature et à faire les démarches qui s'imposent. Donc Célestin Bedigui, Silence Radio, et Denis Emilien Atangana, conseiller municipal à Monatélé. À Monatélé, oui, j'ai perçu chez lui aussi ce désir de ne pas tout de suite donner sa réponse. Oui. Et dans son cas aussi, c'est des soutiens. C'est-à-dire que tous ces contacts-là, l'initiative ne vient pas proprement de moi, mais c'est des supporters qui me disent, professeur Tchimi, pourquoi est-ce que vous ne commencerez pas ici déjà, parce qu'il s'agissait en réalité, peut-être on va aborder ce sujet, de créer, même avec des hommes politiques camerounais, un dialogue. Parce qu'une fois de plus, je n'ai pas de doute par rapport au fait que j'aurai un appareil, par rapport au fait que
s'il n'y a pas d'appareil disponible, que j'aurai mes 300 signatures, candidature indépendante, c'est-à-dire comme candidat non encarté, ça je pourrais le faire. Mais il était nécessaire pour moi. Ce sera une première dans l'histoire politique du Cameroun de réussir à obtenir 300 signatures. Qui a essayé? Oui. Qui a essayé? Oui. Donc les obstacles sont souvent plus psychologiques qu'autre chose. C'est-à-dire que nous connaissons effectivement ce qu'est le Cameroun, parce que ce que j'ai entendu comme obstacle relevait surtout évidemment des questions matérielles, et des questions, parce que nous avons fait le travail de recenser les personnalités qui étaient susceptibles de donner ces signatures. Effectivement, la majorité écrasante, évidemment, c'est des membres du RDPC. Oui, c'est des gens qui sont accartés au pouvoir. Oui, mais le problème, c'est l'absence de transparence de l'ECAM sur les modalités de cette signature. Est-ce qu'ils sont, on sait bien qu'ils ne peuvent pas accorder plus de signatures par année, plus de membres, mais est-ce qu'elles sont publiques? Est-ce qu'ils sont susceptibles de représailles? Toutes ces questions, évidemment, sont importantes à prendre en compte pour permettre vraiment le jeu démocratique. Si on veut vraiment que ces personnes-là s'expriment librement, il faut qu'on leur donne le moyen de se mouvoir, d'être... voilà. Alors, en dehors du parti de Denis Emilien Atangana et de celui de Célestin Bedzigui, est-ce qu'il y a d'autres partis? Ça, c'est ceux que vous avez approchés directement. Oui. Est-ce qu'il y en a qui vous ont approché? approché? J'ai même approché le président de Univers. J'ai discuté avec lui à un moment. Fondor, mais lui, ça a été clair tout de suite qu'il avait d'autres plans. Il n'a pas dit non, il a vraiment botté en touche. Bon, c'était clair, contrairement aux autres qui, j'ai perçu plutôt... ils ont laissé la porte dans l'expectative. Oui, on va, allez-y. Bon, j'ai été abordé aussi au début de la crise du PCRN. J'ai reçu plusieurs messages dans mes numéros de téléphone. Je ne sais pas qui avait donné mon numéro de téléphone. Dans mes numéros, dans les réseaux sociaux, de personnes de l'entourage de M. Kona, Robert Kona. Oui, le fondateur du PCRN. Oui. Au départ, évidemment, parce que je reçois beaucoup de spam, comme on les appelle, je n'y ai pas prêté attention. Mais j'ai, je crois, une semaine plus tard, après avoir reçu ces messages-là, cette série de messages, j'ai vu sur STV un reportage parlant de M. Kona. Je ne le connaissais pas déjà. Donc, de sorte que quand les messages arrivent, je ne pouvais pas y prêter attention, je voyais des noms simplement. Alors, avec ces messages, ayant reçu donc, ayant vu cela, je prends donc maintenant cette approche au sérieux. Je suis un homme politique, il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, nous vous écoutons et nous voulons que vous nous aidiez à reprendre notre parti et à porter ce parti à être investi par ce parti. C'est-à-dire que M. Kona et son équipe vous contactent pour vous dire nous souhaiterions que vous repreniez le parti et que vous portiez ce parti pour la présidentielle de 2025. Oui, absolument. Et vous étiez quand même conscient que Cabral Libye est le président du PCRN. Paul Biya, le président du Cameroun. Oui. Alors, donc je peux aussi rester et ne jamais courir certains partis politiques. Et est-ce que ça va vous intéresser, cette approche de M. Kona du PCRN? Est-ce que lorsqu'il vous propose de reprendre le flambeau pour être leur champion à la présidentielle de 2025, ça vous intéresse? Non, d'abord, je n'ai pas dit oui. D'abord, je n'ai pas dit oui. Oui. Effectivement, je ne peux pas dire oui. Mais j'ai dit oui surtout, c'est-à-dire que j'étais surpris qu'il y a des gens quelque part au Cameroun quand même qui aient pensé à me contacter alors que je venais à peine d'annoncer mes intentions. Alors très vite, évidemment, j'ai vu qu'il y avait des besoins élémentaires, des situations de souffrance de la part de ces gens, parce qu'évidemment, il y avait le soupçon légitime de manipulation de la part de l'administration territoriale. Un soupçon qui n'est pas sans base. Mais reste que ces gens sont vraiment de conditions modestes. Et mon intention était de les aider. C'est-à-dire Kona. Kona et les siens et l'entourage. Oui. Il n'y a pas que Kona. Parce qu'il a mis en avant ce qu'il appelait le médiateur, ses enfants, ses propres enfants. Donc, immédiatement, j'ai mis une agence de communication que j'ai mis payer des frais à leur service. J'ai payé leur transport pour Yaoundé. J'ai payé le transport pour Kribi. J'ai mis un service juridique à leur service, c'est-à-dire un avocat. Oui, pour notamment la rédaction des statuts
de nouveaux statuts qui se proposaient, parce que c'est ce qui avait été demandé par l'administration territoriale. Donc, en plus de cela, évidemment, quand j'ai dit sont venus à Yaoundé, je les ai logés à l'hôtel à Bastos pendant plus de 2 semaines, tout le temps qu'ils étaient là-bas. J'ai fourni aussi du personnel, c'est-à-dire que des membres, des gens qui me soutiennent à Yaoundé, ce sont eux qui allaient donner les invitations aux journalistes. Les journalistes qui étaient là, ce qu'ils ont reçu comme per diem, c'était aussi ma contribution. Donc, je faisais cela dans l'esprit de ce qu'il y avait une action judiciaire qui était en cours et des gens, un parti politique. La preuve, une fois de plus, je ne me suis pas déclaré sur cette question. Mais simplement, c'était une dépense, une démarche qui était politique et motivée. Il n'y avait rien, à mon sens, qui s'opposait aux actions que je voulais mener. Oui. Donc c'est pourquoi je me suis engagé à les soutenir dans leurs différentes démarches juridiques de communication. Et quand je parle d'agents de communication, c'est que j'ai des couches, c'est-à-dire que je leur ai demandé de revoir certaines façons de... Je les ai habillés. J'ai habillé M. Kona. J'ai habillé... donc, tout cela... Alors, en clair, oui. Eric Tchimi, vous êtes en train de nous expliquer que vous avez aidé à faire un coup d'État contre Cabral Libye à la non, tête absolument pas, du PCAN. Absolument pas. Non. Parce que si vous apportez autant de moyens oui. Pour leur communication, pour les aspects juridiques, oui. L'objectif, à ce moment-là, il voulait dégager Cabral Libye de la présence du PCAN. Et vous y avez un peu contribué, il y avait une action. Non, bien. Je veux dire, il y avait une action, j'ai eu des moyens de le faire, si je voulais m'en prendre à Cabral Libye. Il y a eu des enregistrements de Cabral Libye qui m'ont été transmis. Je les ai ignorés. Je ne fonctionne pas de cette manière-là. Et d'ailleurs, le lien de confiance a commencé à être rompu quand on a commencé à m'envoyer des captures d'écran, oui. Y compris de communication avec des personnalités ou des secrétaires particuliers. Ça ne m'intéresse pas. Donc ma démarche était motivée, parce qu'on fait de coups d'État. Donc je veux dire que, qu'est-ce que vous croyez que les partis politiques sont la propriété d'une personne? Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où 2 jours avant l'investiture de Tidjane Thiam, des membres du parti ont suspendu la tenue du congrès de ce parti-là pour des revendications les plus diverses. Et la justice leur a donné raison, avant évidemment que ça ne se retourne. Donc j'étais dans la même séquence, dans le même temps, je suis à la recherche d'une investiture, un parti m'approche. La seule question que je me pose, est-ce que sur le plan du droit, oui, il y a en justice une action qui est menée. Je vous accompagne dans cette action. C'est tout ce que j'ai fait. Et j'aurais pu le faire pour Cabral Libye s'il m'avait approché. Oui. J'aurais pu le faire pour Maurice Kamto s'il m'avait approché. Ils m'ont approché, je suis engagé dans le champ politique. Alors, je ne les aiderai pas. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous avec Kona et le PCAN? C'est rompu, c'est bon? Oui, c'est rompu. Non, il y a une fois de plus, il y a une série d'actes de défiance et de pas très honnêtes qui ont été commis et qui m'ont évidemment... On vous a un peu désabusé quand vous parlez non, je ne peux pas désabuser. De Kona et puis du PCAN. Non, je ne peux pas désabuser. Je sais dans quoi je mets les pieds au Cameroun. Oui. Et c'est malheureusement le problème parce que l'engagement politique, ce n'est pas un engagement moralement neutre. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, si on dit le pouvoir corrompt, c'est qu'on se met en s'engageant, on peut être perçu comme quelqu'un qui est susceptible d'être corrompu. Oui. Donc, il y a un risque moral, éthique important à même simplement se représenter parce que la question se pose de savoir si on ne joue pas le jeu de billard, on ne joue pas le jeu et donc on ne joue pas simplement à perpétuer cette souffrance des Camerounais. Donc ça, ce sont des vraies questions qui se posent à tout acteur politique à chaque instant de son engagement. Donc je ne dis pas que je ne me suis pas posé ces questions, mais simplement j'ai regardé sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan de ma recherche, ce qu'il y avait lieu de faire, et j'ai trouvé que ces gens-là méritaient d'être aidés. C'est-à-dire qu'ils se plaignaient pour rentrer au nord. Alors que j'avais entendu qu'ils avaient reçu de l'argent à gauche, à droite, c'est-à-dire que j'ai payé réserver l'hôtel pour 2 semaines. Donc on m'appelle de l'hôtel, on me dit il est encore là 3 jours après, c'est-à-dire que 18 jours après. Pourquoi? Or, professeur Tchimi, il se passe que les autres qui doivent partir, en fait, n'ont pas fini de payer leur hôtel à eux. Donc, il faut donc ils ne voyagent pas parce qu'ils n'ont pas. Et c'est des sommes dérisoires parce que d'autres membres étaient dans des hôtels vraiment. Donc, oui, voilà, je ne sais pas comment, mais vu le prix, je me suis étonné de ce qu'ils aient des problèmes de
2 000, 5 000, 10 000. Et honnêtement, je n'ai aucun problème à aider un membre d'un parti qui se trouve dans ces conditions-là, quel qu'il soit. J'ai reçu aussi des gens du RDPC. J'ai des captures d'écran de membres, de chefs de section sous-section qui m'ont dit, dites-nous ce qu'on peut faire et on brûle les cartes du RDPC en direct. J'ai dit, je vais vous envoyer un journaliste et vous allez le faire. Et après, évidemment, il se pose d'autres questions. Est-ce que je suis en mesure de mettre en danger la vie de ces gens, de ces jeunes? Oui. Donc, tout cela est à prendre en considération et je l'ai toujours pris en considération. Je ne prends pas mon engagement à la légère, je ne prends pas non plus la confiance que les gens placent, si minime soit-elle, si petit soit-elle, si modeste soit-il, qu'ils peuvent déjà placer à ce niveau dans ma démarche. Alors, continuons avec, on va évacuer les aspects juridiques préliminaires sur votre candidature éventuelle à la présidentielle au Cameroun en 2025. La loi fait également obligation à tout candidat qui vit, de résider, de justifier, c'est une condition assez dirimante, de justifier d'une résidence consécutive sur le territoire camerounais pendant au moins 12 mois. En êtes-vous bien sûr, monsieur Jean-Bruno Tagnon? Oui, c'est écrit noir sur blanc dans le code électoral. Il faudrait résider au Cameroun de manière consécutive pour au moins 12 mois. Bon, on va continuer. Je n'ai pas cette disposition-là. Je suis en train de vous répondre. Oui. Je ne suis pas en train de vouloir, ce n'est pas une colle. Oui. Pour ce qui m'intéresse, c'est la déclaration de candidature. La Constitution dit beaucoup de choses. Il faut déclarer ses biens. Mais qui déclare ses biens? Qui déclare son patrimoine? Oui, mais la déclaration devient... Laissez-moi. C'est un raisonnement. Vous allez... Allez-y. Oui. Il n'y a pas le seul cas où l'on devrait, où l'on exige un certificat de résidence, c'est dans le cas d'élections municipales où on doit avoir résidé 6 mois et un certificat de résidence est demandé. Dans le cas de la présidentielle, ou la déclaration de candidature, justement, parce que c'est 2 actes différents, il n'y a aucune pièce, déjà, qui ait pour objectif de vérifier votre résidence continue pendant ces 12 mois. Donc, déjà, je vous rassure tout de suite, je serai au Cameroun. Je suis au Cameroun de manière permanente chaque année. J'y ai des biens, des intérêts. Donc ça, c'est très facile. Mais simplement, je voudrais bien passer une peur que j'ai souvent. Absolument. Dans les pièces, à moins qu'un membre du conseil prenne celui d'aller vérifier mes visas d'entrée et de sortie, ce qui serait quand même... Dans les pièces qui sont demandées, de casier judiciaire, certificat de cautionnement de 30 millions, extrait de naissance, il n'y a aucun moment mention d'un certificat de résidence ou d'un document qui prouverait qu'on aurait résidé sur le sol. Le certificat d'imposition, tu n'as pas besoin, ou de non-imposition, tu n'as pas besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir résidé 12 mois de manière continue. Donc ça, ce sont la paresse du législateur camerounais souvent. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'incohérences, déjà que j'avais pointé dans mon livre dans le de la je voulais montrer qu'en réalité, les Camerounais parfois, ils ont une connaissance très rapide de ces choses-là, parce qu'on leur a dit, et puis ils ne sont pas allés lire. Mon métier, c'est de lire, de comprendre les textes. Alors quand il y a eu un texte devant moi, je l'ai lu, et j'ai tout pour constituer un dossier recevable. Donc à ce niveau-là, vous dormez tranquille, vous êtes serein. Tranquille, serein. Votre principal adversaire à cette élection présidentielle, Éric Tchimi, ce sera Paul Biya. Il sera alors âgé de 92 ans, donc 43 ans passés au pouvoir. Il dispose d'une véritable machine de guerre, le RDPC, le parti au pouvoir. Les mauvaises langues ajouteront même l'administration qui, dit-on, joue également pour lui. Alors, franchement, vous pensez qu'il y a match? Qui est Biya? Qui est Biya? C'est celui dont je viens de vous parler là. Voilà. Un vaillant papa de 93 ans, 43 ans passés au pouvoir. C'est l'un des plus anciens dirigeants sur la planète. Oui. Je me présente comme une alternative générationnelle et rationnelle. Parce que Paul Biya est l'incarnation du non-sens. C'est-à-dire qu'il n'existe. Le président Biya fait ce qu'habituellement aucun président, les présidents de la République ne font pas. C'est-à-dire?
Ne pas présider. Il a fait quoi? Ne pas présider. C'est-à-dire qu'il se cache de son peuple. C'est-à-dire qu'il est évident que nous n'allons pas en guerre, contre Paul Biya, oui, qui ne gère plus rien. Tout lui échappe à considérer, dans l'hypothèse que ce soit encore bien vu que nous voyons régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a évidemment derrière lui, autour de lui, des intérêts. Nous luttons en fait contre un ennemi qui est invisible. Mais cela n'est pas une faiblesse. Paul Biya, pour moi, il a cessé d'exister, et pour beaucoup de Camerounais aussi. C'est-à-dire que c'est une vocation, c'est un personnage de l'histoire. C'est-à-dire qu'on parle de lui en termes de symbole, en termes de grandes déclarations, en termes de ce qu'il a à son niveau pu apporter à notre pays. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que dire que Biya sera candidat en 2025, oui. Non, c'est un non-sens absolu. C'est-à-dire que l'élection va se jouer en réalité entre les différents candidats à la candidature moins Biya. Donc vous nous dites que vous avez les moyens de battre le président Paul Biya dans les urnes lors de la présidentielle de 2025. Oui, ce sera lui le principal adversaire. Oui, non, mais vous faites bien d'utiliser le mot moyen. Parce qu'il se passe en politique camerounaise qu'il y a, je parle d'insuffisance méthodologique, oui, c'est-à-dire que des gens, les Camerounais, ils ont leur mérite. Je ne dis pas que les uns les autres, tout ce qu'on a vu ces dernières années, n'ont pas apporté leur part dans la construction de l'édifice démocratique de notre pays. Hein. Mais simplement, j'explique que oui, vous avez raison quand vous pointez, quand vous insistez sur le fait que c'est les administrateurs qui gouvernent, pas les politiques au Cameroun. Effectivement. Mais ces administrateurs-là, c'est des gens que nous côtoyons tous. C'est des gens avec qui nous discutons. C'est des gens qui veulent ce changement. C'est des gens qui attendent simplement l'étincelle pour se ranger du bon côté. Ils ne l'ont pas vu jusque-là. Et je pense que la raison pour laquelle ils ne sont pas vus, c'est cette insuffisance méthodologique qui avait été, qui dans l'histoire depuis la réinstauration du multipartisme, a été bien exécuté une seule fois en 92 avec John Frondi, et que lui-même, il n'a même pas été à mesure de répéter. Oui. Donc, et là maintenant, ce qui s'est passé après lui, c'est que tous ceux qui systématiquement ont vu leur score réduit de moitié quand ils se sont reproduits, quand ils sont représentés. Donc moi, je viens donc avec des choses, avec des visions, avec une vision et avec une volonté de mobiliser des moyens que je crois n'ont jamais été mobilisés dans le cadre d'une présidentielle au Cameroun. Parce que la question des moyens est fondamentale. Et le RDPC n'a pas de moyens. Moyens financiers, le RDPC n'a pas de moyens. Le RDPC fonctionne. Quel est, par exemple, ce parti? Quel est le siège? Où est le siège du RDPC dans les différentes provinces? Quand vous voyez les permanences là, est-ce que c'est l'administration? Oui. C'est les moyens humains. C'est les moyens humains, c'est les moyens administratifs. Oui. Et ces gens-là, ils peuvent servir plusieurs dieux. C'est-à-dire qu'ils peuvent servir Paul Biya et le premier opposant crédible qui viendra. Ça, c'est une évidence pour tous ceux qui sont dans l'action politique au Cameroun. Donc, c'est une espèce d'épouvantail, comme ça, qu'on agite devant les Camerounais, de dire que c'est une machine de guerre. Comment peut-on avoir une machine de guerre dont le général ne se présente pas une seule fois? Et vous pensez que les Camerounais vont adhérer à cela? Paul Biya est trop âgé. On vous dira que depuis 43 ans, ils y adhèrent. Il a remporté la présidentielle de 2018 avec 78%. Ce qui déjà était l'un de ses pires scores historiquement. Oui, 78%. Oui, 70%. Vous imaginez. Donc, voilà, et quand il me dit 78%, en introduisant le doute rationnel, on se dit bien que c'est bien en deçà de 78%. Donc il y a une question. C'est-à-dire que c'est un score artificiel pour vous? Bah, évidemment. C'est-à-dire que c'est gonflé à l'hélium. Et il y a donc la question de l'opportunité de ma candidature qui donc m'a fait dire que l'opportunité de la méthodologie que j'ai décidé d'appliquer, du fait de ma position de chercheur, du fait de ma position d'enseignant, qui me fait croire que j'ai les leviers, que je suis ce papillon camerounais qui, à partir de New York, peut
faire pleuvoir la pluie à Yaoundé. Donc, à défaut de la candidature du président Paul Biya, beaucoup brandissent celle éventuelle de son fils Franck. Alors, entre le père et le fils, lequel de ces deux vous paraît le plus redoutable? Vous avez dit que le père, aujourd'hui, on ne le voit plus et donc il serait désormais inoffensif. Et le fils? Seule chance de succéder à son père serait que le Paul Biya sorte et dise que voici celui qu'il veut voir à sa suite présider aux destinées du Cameroun. C'est-à-dire de son vivant? De son vivant. Qu'il l'adoube? Oui, et on sait qu'il ne le fera jamais. Paul Biya ne le fera jamais. C'est-à-dire que je prends tous les paris dessus, il ne le fera jamais. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'opinion publique, on voit bien que c'est des manipulations de l'opinion publique avec des officines qui n'ont, je crois, rien à voir avec le Biya qu'on a connu, ni le Biya même qu'on voit. Donc, pour moi, c'est un personnage inexistant. C'est un personnage dont on ne sait rien, à part les frasques et puis les affaires judiciaires aux États-Unis et ailleurs. On ne sait pas grand-chose de Franck Biya. Bien sûr, vous pourrez me dire que ce n'est pas non plus grand-chose de moi. Moi, j'ai un en tout cas, on en saura un peu plus dans cette émission. Oui, et j'ai des contributions à la compréhension du Cameroun depuis plus d'une dizaine d'années, de toutes sortes. Les Camerounais jamais n'accepteront un personnage comme Franck Biya. Alors, professeur Eric Esonotimi, vous semblez tellement sûr de vous, tellement sûr de votre fait, alors que le processus électoral au Cameroun, les élections sont souvent sujettes à caution sur justement la sincérité des résultats qui sortent souvent des urnes. Certaines voix se sont même élevées ces derniers temps, dont celle du cinéaste Jean-Pierre Bekolo, pour s'étonner que les gens s'obstinent à aller dans des élections qui, de toutes les façons, vont produire un résultat qui est connu d'avance. Votre avis? Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller encore aux élections dans ce pays? Oui, c'est la question que je me suis posée avant de m'engager. Oui. D'abord, ce n'est jamais joué d'avance. Jean-Pierre Bekolo, lui, dit ça ne sert à rien. Ce n'est jamais, oui. Il pense que c'est même absurde que les gens se mobilisent, inscrivez-vous sur les listes électorales et tout ça là. Il pense qu'après, on va se mettre encore à pleurer, les élections. Ce pessimisme est générationnel. Oui. Jean-Pierre Bekolo, qui a soutenu Maurice Kamto dans les élections, qui a pu soutenir d'autres personnages politiques, a vu ces personnages successifs tomber en étant engagés dans l'action. Voilà. Donc il est bien placé pour comprendre que cette affaire-là... Absolument pas. C'est-à-dire que cette absence de distance, parce que justement, ils ont fait... C'est pourquoi je parle de ma position de chercheur, et cette distance critique qui me permet de voir, de distinguer les erreurs qui ont été commises. Oui. Donc, que ce soit jeu d'avance, absolument pas. Ce n'est pas jouer d'avance. Parce que en matière d'insincérité, nul n'en a le monopole. C'est-à-dire que si le système est corrompu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul Biya peut être le seul à les corrompre. Voilà. Oui. Donc, je veux dire qu'il y a des gens qui, dans leur recherche d'alternance, peuvent décider, et parfois même déjà ont décidé, d'un pis-aller, c'est-à-dire qu'ils décident d'un moyen terme, pas d'un pis-aller, d'un moyen terme, plutôt que d'avoir celui-ci, plutôt que d'avoir ces deux géants. Peut-être vaut-il mieux se concentrer sur les idées nouvelles, sur la perspective nouvelle de cette nouvelle planète qui arrive dans le cosmos politique, c'est une métaphore camerounais. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vu à l'œuvre ailleurs, même au Sénégal récemment et dans d'autres pays africains, ou même en République démocratique du Congo, où alors que les dés semblaient piper, alors que tout semblait jouer, pourquoi pensez-vous une campagne présidentielle en 2 semaines peut totalement transformer les esprits. Donc, il ne faut jamais prendre pour acquis la défaite, la victoire, la force du plus fort. Et je suis ce David-là qui, à la force brute, a préparé une stratégie de conquête qui peut, je crois, marcher. Eric Esonotimi, pourquoi pensez-vous que 2025 sera différent de
1992, 1997, 2011, 2018. Oui, il y a quoi qui va changer, qui va différer en 2025 qu'on n'avait pas vu avant? Oui, vous répétez la question que vous avez posée par rapport au pessimisme de Jean-Pierre Bokolo et de dire que bon, ça a toujours été comme ça et forcément, ce sera toujours comme ça. Bon, non, malheureusement, ce n'est pas de cette manière que je vois les choses. Je n'ai pas été appris, j'ai pas été éduqué, je n'apprends pas à mes étudiants à penser de cette manière-là parce qu'il y a une génération, c'est-à-dire que la plupart des Camerounais aujourd'hui, de moins de 21 à 22 ans, parfois n'ont même jamais voté. Alors si déjà vous diffusez ce message-là, que c'est pessimiste, vous leur dire que ça ne sert à rien, c'est que vous êtes du mauvais côté en fait de l'histoire. Parce que c'est ça notre force, et c'est aussi ça ma force. C'est-à-dire qu'on tue la politique en le faisant? Oui, on tue la jeunesse. Oui. C'est-à-dire que parce que ce n'est pas moi qui vais battre Biya, c'est la jeunesse qui va le mettre à terre. C'est-à-dire que c'est biologique à la limite, c'est-à-dire que c'est le temps, c'est-à-dire que, et ce n'est pas une victoire qui viendra de mon seul fait. C'est-à-dire que l'ensemble des défaites que vous avez citées prépare bien un moment de rupture, parce que ça doit arriver à un moment, c'est évident. Donc si je suis candidat, quand je gagne contre M. Biya, ce ne sera pas ma victoire seule, ce sera la victoire de tous ceux qui avant moi ont combattu sincèrement M. Biya. Donc je ne partage pas ce pessimisme-là, je suis au contraire à peu près certain qu'il se passera des choses qu'on n'auront même pas besoin de bruit de bottes et de soldats pour mener à terme cette transition, cette succession, alternance. Alors, vous parliez du Sénégal tout à l'heure. Effectivement, le Sénégal est dans l'actualité avec son 5e président. Il est âgé de 44 ans, juste un an de plus que vous. Ouais. Et donc, il a gagné une élection de manière absolument extraordinaire, une élection hors norme, dès le premier tour, autour de 57%. Alors, est-ce que vous rêvez un peu d'une pareille situation au Cameroun? Déjà, j'ai pleuré quand j'ai vu le résultat. La dernière fois que j'avais pleuré pour de la politique, c'est avec Obama. Oui. J'avais tort parce que j'ai été très déçu par beaucoup de choses qui ont suivi. Mais pour moi, c'était... et j'avais pleuré pourquoi? Parce que j'ai anticipé cela, en fait. Oui. J'avais dit que j'avais pensé, je l'avais publié, j'avais dans mes discussions avec les uns les autres dit qu'il se passerait quelque chose et qu'il y aurait un basculement. Parce que tout ce qui se passe doit pas être compris isolément. C'est-à-dire qu'on a beau être le Cameroun, on a beau n'être que le Cameroun, nous ne sommes pas imperméables à tout ce qui se passe autour de nous, à tout ce qui se passe en Afrique, aux enjeux sécuritaires mondiaux. Donc, j'avais prévu de cette manière-là et j'étais heureux de voir ce qui est arrivé parce qu'en réalité, simplement, les Camerounais ont devant les yeux ce qui pourrait arriver devant eux. Mais maintenant, je ne rêve pas encore... Les environnements sont quand même différents. Hein. Le Sénégal, le Cameroun n'est pas le Sénégal. Oui, vous posez l'éternelle question du contexte. Oui. Hein. Mais si, raisonnement, argument contre argument, contexte, série. À la loi des contextes que vous voulez m'évoquer, je peux dire la loi, c'est-à-dire que la loi de série a justement vocation à ignorer les questions environnementales que vous voulez dire qu'au Cameroun, il y a cette histoire de ceci ou de cela. Les jeunesses, avec les réseaux sociaux notamment, avec l'ouverture du monde, voient ce qui se passe. On voit comment ils sont en Côte d'Ivoire, on voit comment les Sénégalais sont impliqués dans les campagnes camerounaises. J'ai un nombre inestimable de soutiens sénégalais. Donc, je crois qu'en réalité, les choses sont un peu moins différentes que vous voulez souvent bien le penser au Cameroun. Au Cameroun, juste pour vous donner une idée de ce qu'est le Sénégal, ou alors de ce qu'a été l'élection de Bassirou Diomaye Faye, il est fonctionnaire. D'abord, il est âgé de 44 ans, il est tout à fait jeune dans le contexte africain. Il est fonctionnaire des impôts et qui a quand même été opposant. Il y a quelques jours avant son élection, il était encore dans les geôles de Macky Sall. Voilà. Et l'autre chose également, c'est les institutions du Sénégal. Il n'a pu être candidat que parce qu'il y a eu un conseil constitutionnel qui a décidé de valider sa candidature. Oui.
Est-ce que la même chose est possible au Cameroun? Vous imaginez un fonctionnaire en train de faire concurrence à Paul Biya de manière sérieuse? Je veux dire, ça ne s'est pas passé simplement entre... il n'y a pas eu simplement un jeu d'écriture entre les différentes institutions, entre le Conseil constitutionnel et la présidence. Oui. Il y a eu la société civile, il y a eu les Sénégalais qui ont déterminé ce qui s'est passé. Les intellectuels, les médias. Voilà. Vous avez vu au Sénégal, ce sont les médias qui ont donné les résultats. Au Cameroun, il est même interdit aux journalistes de dire ce qu'ils ont vu et entendu dans un bureau de vote. C'est-à-dire qu'ils interdisent au moment où en fait les gens ne sont pas encore parés pour l'action. Quand les gens voudront agir, ces interdictions-là ne voudront plus rien. Ils vont marcher dessus. Pour moi, c'est des détails, ça compte pour rien. Cette manœuvre d'intimidation qui sont en réalité dans le jeu démocratique normal. C'est-à-dire que même les droits les plus garantis, les droits les plus acquis, les mieux acquis, les droits qu'on croyait les plus inviolables peuvent parfois être remis en cause. Regardez la difficulté que Donald Trump va être élu, regardez les idées du président français Emmanuel Macron qui, à un moment donné, pu penser se représenter, regardez la machine judiciaire. Donc, c'est les institutions fortes, comme Obama le voulait, ne fonctionnent pas seules, ne fonctionnent pas sans des hommes pour les mettre en mouvement. Et au Cameroun, il est possible de mettre les Camerounais en mouvement. Alors donc, plus que les institutions au Sénégal, ce sont les hommes qui ont fait bouger les lignes. Oui, la société civile, c'est ça qui a toujours caractérisé les universitaires, les intellectuels, et ils le feront. C'est-à-dire que moi, je mise, je compte beaucoup avec les enseignants camerounais, avec le ras-le-bol. Je compte beaucoup avec l'administration camerounaise. Parmi des acteurs que je consulte sur beaucoup de questions, il y a beaucoup de cadres camerounais, cadres de l'administration. Donc, c'est ce que les gens demandent simplement, c'est des garanties d'une action sérieuse qui va être menée jusqu'au bout. Voilà, donc, je crois que... Ouais. Alors, professeur Eric Essonotimi, je vais vous proposer de prendre une petite pause de quelques minutes pour revenir dans cette émission et nous évoquerons la deuxième partie de cet entretien qui nous permettra de parler de votre programme, de ce que vous proposez aux Camerounais. La campagne n'est pas encore ouverte, on n'a même pas encore annoncé la date de l'élection, mais vous êtes pratiquement le premier à annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2025 et nous sommes heureux que vous nous accordiez la primeur de votre interview. Mesdames et messieurs, je vous propose d'aller à la découverte de cet homme, cet universitaire de 43 ans qui veut renverser le président Paul Biya aux urnes en 2025. Qui est Eric Tchimi, le professeur Eric Tchimi, Etche Homo? Voici l'homme. C'est un reportage de Naya TV. C'est le candidat qui veut battre Paul Biya en 2025. À moins de 18 mois de la présidentielle au Cameroun, Eric Tchimi annonce sa candidature à la présidence de la République. J'aspire à servir comme président de la République à partir de 2025. Je suis candidat aux élections présidentielles à venir. À 43 ans, Eric Tchimi est enseignant en études culturelles francophones à l'université de la ville de New York. Après des brillantes études au Cameroun, où il obtient 2 brevets d'études au premier cycle et son baccalauréat A2 en lettres classiques successivement au Petit Séminaire Saint-Joseph des Phoques et au Petit Séminaire Saint-Paul de Douala, Eric s'envole pour le Canada à l'âge de 17 ans. Il y passera 4 années à l'université Laval, d'où il sortira diplômé d'un bachelor en sciences politiques. En 2006, faute de moyens financiers pour poursuivre ses études et contraint par le décès de son père, celui qui était surnommé au secondaire Socrate et Larousse revient au Cameroun. Il travaille à l'Agence de régulation des marchés publics, Le Monde Afrique, et en parallèle fait un master en contentieux et arbitrage des affaires à l'Université catholique. Plus tard, il obtient une bourse du gouvernement suisse qui lui permet d'obtenir un master en communication. Après ses doctorats européens sous la double affiliation Lausanne-Grenoble et américain, il fait ses classes à l'université de Yo en tant que senior lecturer. Passionné par les lettres, il est aujourd'hui l'auteur de plusieurs ouvrages. Un chemin tout tracé et choisi au nom de la liberté d'un homme à la tête bien faite. Être prêtre
n'était pas en réalité un rêve, mais ça a été une option. C'est pourquoi j'ai fait le petit séminaire. Mon rêve, en réalité, a toujours été d'écrire. Nous n'avions pas beaucoup de modèles. Nous avions Bongo Betty, nous avions Calix Beyala, à l'époque j'appréciais bien. Nous avions Patrice Ngana, nous n'avons pas beaucoup de repères au Cameroun quand on veut parler de littérature. Ce sont des choses qui, à un moment donné, vous disent, ben, s'il l'a fait, ben, c'est que je peux le faire aussi. Quoi. Si j'écoutais Mabankou, je l'aime bien l'écrivain, mais il est professeur. Ben, moi aussi, je peux être professeur. Pour réellement comprendre qui est ce personnage sorti de l'ombre, direction le Cameroun. À une 60aine de kilomètres de la ville de Yaoundé, la petite commune de Monatélé. C'est ici qu'est né Éric Timi. Ce jour-là, les habitants du village sont informés de la candidature de l'enfant du village à la présidentielle. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Tout ce qu'il va faire, nous serons avec lui. L'université a été décrite ici par ses proches comme un homme généreux. Moi, j'étais en ville, j'ai appelé Eric. Je lui ai dit que je descendais au village et qu'entre-temps, je souhaite mettre sur pied une activité, notamment l'élevage. Il m'a dit que, ok, mon petit, je te soutiens. Cela fait 11 mois qu'il a aidé cet homme à lancer sa ferme. Ensuite, nous avons les Neymar et après on a la base française. Vu notre provision, nous sommes supposés avoir d'ici 3 mois 100 porcs. Ainsi de suite, de telle sorte que d'ici 6 mois, on sera pratiquement en 200 porcs. Et tout ça est financé par le professeur Eric. D'enseignant-chercheur à sa nouvelle posture d'homme politique, Éric Timi veut endosser le costume du candidat de l'innovation. Je viens en politique, non pour avoir des mandats, accumuler des mandats électifs, mais pour, en droite ligne de mes engagements intellectuels, pour proposer quelque chose qui malheureusement me semblait absent des débats politiques, quelque chose qui n'a été porté par personne jusque-là. Et j'ai dit qu'il est possible qu'il y a voie pour l'innovation politique, et c'est ce que je vais incarner. En tant qu'universitaire et écrivain, il dit vouloir combler des vides politiques laissés par l'absence d'une véritable coalition des partis politiques au Cameroun. Mais il croit en cette coalition si elle passe par la société civile notamment. On peut rêver de quelque chose, d'une coalition, des associations de la société civile, des syndicats, de l'Église, pour faire changer les choses. Et une telle coalition ne serait pas incarnée jamais par un homme politique de carrière. Elle serait, dans le meilleur des mondes, portée par quelqu'un qui serait non pas un candidat de transition, je déteste, mais quelqu'un qui vient avec l'idée, en un mandat, de remplir sa mission et de retourner à ses activités, comme le font les Suisses, comme le font les Sénégalais. Éric Timi, président de la République. Ceux qui le suivent voient en lui une source d'espoir pour la jeunesse camerounaise. I think that he must contest for that presidential election in Cameroon. He has vision. If he pursues that, if he goes in that direction, and I talked to him about it, will achieve the goal of giving hope to people. C'est quelqu'un qui a un programme, un projet de société pour le Cameroun. Et je pense que le moment est venu pour que les intellectuels se saisissent des affaires de gouvernance. Dans cette aventure vers la présidence de la République, Chérie, tu viens ? Il peut compter sur le soutien de sa femme. Il y a énormément de choses à faire au Cameroun et il y a très peu de choses qui sont proposées qui soient vraiment enthousiasmantes. Éric Timi ne se proclame pas un homme de foi, mais il croit en la laïcité. Décrit comme un idéaliste, il veut aller jusqu'au bout de sa démarche politique.
Mesdames et messieurs, retour dans cette émission avec notre invité Eric Chimi. Il est professeur d'université ici à New York, à la Baruch College. Il enseigne la littérature et il a annoncé il y a quelque temps sa candidature à la présidentielle de 2025 au Cameroun. Dans cette première partie, nous avons évacué toutes les questions procédurales qui est pour la validation de votre candidature. Nous allons essayer à présent de voir qu'est-ce que vous proposez et je vais vous poser la question comme ça de but en blanc. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau aux Camerounais? Déjà de donner, parce que ça n'a jamais été fait, le pouvoir aux régions. Il existe une concentration excessive du pouvoir à Yaoundé. Il ne s'agit pas simplement de décentralisation, mais il ne s'agit pas non plus de fédéralisme. Oui. Parce que justement, j'allais vous poser la question sur la forme de l'État que vous préconiseriez une fois au pouvoir. Ce serait décentralisation, fédéralisme, ou alors quelque chose d'hybride? Je voudrais, oui, c'est-à-dire que les politistes auront charge après de labelliser ça comme il faudra. Oui, c'est le contenu qui est important. Oui, mais à ce niveau, effectivement, parce que le mot de fédéralisme, il n'est pas adapté quand la naissance et l'existence des États fédéraux tels qu'on les connaît obéissent à des logiques historiques qui sont différentes de ce que nous avons au Cameroun. Donc il s'agit simplement, et c'est lié forcément à mes expériences successives en Suisse, où il y a le système des cantons, une sorte de fédéralisme, et aux États-Unis, et aussi évidemment à mon séjour, mon travail en France, où j'ai pu voir, sans compter évidemment le Canada, où j'ai pu voir faire des comparaisons en prenant en compte les spécificités camerounaises pour arriver à la conclusion que un moyen de sortir de l'impasse sécuritaire au Cameroun, de la distraction massive des fonds, c'est déjà de réduire le nombre de départements ministériels. Sous mon mandat, il n'y aura pas plus de 10 départements ministériels et qui ne s'appelleront pas forcément des ministères, ils seront des départements. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a une soixantaine de portefeuilles gouvernement. C'est trop, c'est beaucoup trop. Et les économies qui pourraient être effectuées participeront à l'une des... je ne sais pas si nous aurons le temps d'aborder le volet du financement, participeront au financement du volet justice sociale de mon programme. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de 10 ministères au Cameroun. En revanche, les régions étant libres de s'organiser comme elles le voudraient, suivant leur intérêt, peuvent avoir 10 ou 15 ministères. Elles seront libres. Évidemment, cette transition sera un processus coûteux, c'est-à-dire que de transfert de pouvoir, de transfert des compétences, administration, matériel humain, d'éducation même, de création de nouvelles entités pédagogiques pour préparer. Oui. Alors, c'est justement ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que vous allez réduire le nombre de ministères pour les recréer au niveau régional. Oui, parce que... C'est-à-dire que ce que vous vouliez faire, c'est-à-dire des économies, vous risquez de multiplier encore les dépenses à travers... Non, absolument pas, ce sera le contraire. En recréant les mêmes structures peut-être encore plus bureaucratiques au niveau régional. Non, ce qui se passe, c'est que l'État se concentre sur des fonctions régaliennes. C'est-à-dire maintenant que des enseignants aillent se plaindre au ministère de l'Enseignement supérieur, devant Paul Biya, de ce qu'ils veulent, des augmentations de salaire, ça c'est des choses qui, une situation qui en réalité grippe l'appareil d'État. Parce qu'il y a des enjeux plus importants pour l'État Cameroun. Ça peut être géré, l'enseignement, l'éducation, l'eau, par les régions, y compris du point de vue du financement en fait. C'est-à-dire que si on permet aux régions d'accéder eux-mêmes aux marchés financiers internationaux, si on permet la compétitivité entre les différentes régions, il y aura un cercle vertueux qui va se créer et qui va faire que l'État sera plus que jamais, par exemple, en nous fondant par exemple sur l'exemple américain, où les États ont tous ces pouvoirs qu'on peut imaginer, ils ont des cours suprêmes, mais le président le plus puissant au monde, c'est le président américain. C'est-à-dire que malgré
toutes ces délégations, cette commandation de pouvoir, tous ces pouvoirs résiduels qui sont remis aux États, on voit bien que le pouvoir, l'État américain est le maître ultime. Donc, donner du pouvoir aux régions rendra en réalité le régime même plus présidentialiste qu'on le croit. Oui. Parce que je ne crois pas en la proposition d'une présidence tournante entre régions. Parce que si nous parlons d'élections présidentielles, jamais Bamileke ne sera président au Cameroun. Jamais comment on les appelle, un Aoussa ne sera président au Cameroun. C'est lui qui sera au Cameroun, sera président, mais accessoirement Bamileke. On ne va pas élire un Bamileke, on ne va pas élire un Boulou. On va élire quelqu'un qui propose quelque chose, qui séduit les électeurs et non pas quelqu'un du fait de son origine. Pourquoi quelqu'un du Nord voudrait élire un Boulou? Pourquoi? Ça n'aurait pas de sens. Donc ce ne sera jamais en raison de son origine. De son origine. Oh, il nous faut un anglophone. Non. Si on veut dire que le mindset anglo-saxon est important, on va dire que c'est ça qui est important. Mais si on veut dire que la communauté d'origine, ce serait un régime, ce serait un chaos en réalité. De toutes les façons, une communauté ne sera jamais suffisante pour porter à elle seule un candidat. Oui, c'est la triste réalité au Cameroun. Alors, sur la question des infrastructures, Eric Tchimi, il y a le Cameroun, on peut oser le dire, est sinistré en ce moment en ce qui concerne par exemple les routes. Yaoundé-Douala, c'est-à-dire les principales villes du pays, plus de 40 ans après les indépendants, sont reliées par une piste qui fait des milliers de morts chaque année. L'extrême nord, la partie nord du Cameroun est pratiquement coupée du sud du fait des moyens de la route qui n'est pas praticable. Je n'ose pas parler de la route entre Douala et la partie ouest du Cameroun. Bref, le Cameroun, sur le plan des infrastructures, est sinistré. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous et comment entendez-vous résoudre ce problème qui a un enjeu économique certain? Oui, évidemment, c'est aussi je me place déjà dans la perspective d'un président d'une république avec des régions. Ces questions-là feront l'objet de financements concurrents des États et des régions. Les routes seront gérées au quotidien, c'est-à-dire que la maintenance de ces routes par les régions. Donc dans mon programme, en réalité, évidemment, les infrastructures, c'est-à-dire que Paul Biya et ses amis nous ont bassinés avec cela sans arriver à rien, et pour des raisons qui sont évidentes. C'est qu'il ne suffit pas, par exemple, de construire un grand hôtel pour que la vie économique suive. Il ne suffit pas de construire une grande route pour qu'il y ait un rendement à la suite de cette route. Nous avons les plus... Quand la route passe, le développement suit. Oui, je connais bien cet adage et je ne dis pas que le contraire. Ce que je voudrais expliquer, c'est que c'est toujours un écosystème. Et que si on pense à créer des bassins industriels, les routes, l'eau, l'électricité seront des évidences. Parce que les investisseurs qui arrivent viennent toujours, souvent, très souvent, avec des idées de viabilisation des environnements qui leur sont accordés. Évidemment, il faut déjà à la base qu'il y ait une vision, une volonté de l'État. Mais cette volonté ne doit pas être orientée vers des mesures relatives. Bon, désormais, il y aura évidemment les panneaux, des mesures de type panneaux solaires au nord. Ça, c'est des questions qui, selon moi, une fois de plus, seront réglées par les régions, avec l'aide de l'État, certes. Mais en donnant plus d'autonomie aux régions. Oui, je conçois, parce que je suis un intellectuel décolonial et j'estime que l'État camerounais devrait se concentrer pour être un État compétitif, pour que nos enfants soient fiers de nous demain sur les questions stratégiques, les questions sécuritaires, les questions technologiques, les questions de l'université pédagogique. Quelle université voulons-nous pour le Cameroun? Et l'université, j'étais la semaine dernière à Penn State, une université qui est l'opérateur d'un aéroport.
de l'aéroport de collège de la ville. On va revenir. Donc, et comment est-ce que ça arrive? Parce que l'université est un lieu de vie, un lieu économique, un lieu d'innovation, un lieu de recherche. Alors, si je pense à créer des pôles compétitifs universitaires, forcément, il y aura des villes qui seront créées, il y aura des universités. Et l'autre exemple que je voudrais parler, qui me semble très important, j'ai fini dessus, c'est celui de l'histoire de l'Irlande, qui a réussi à transformer. Ils ont aujourd'hui l'un des PNB par habitant les plus importants au monde. Dépasse la Suisse en Europe. L'Irlande, je ne sais pas si vous avez une idée, quand on voit les Irlandais ici, il y a toujours cette idée de pauvreté. Ils ont connu 3 ou 4 grandes famines qui les ont décimées. Mais aujourd'hui, l'Irlande, en se basant sur des réformes économiques, a réussi à devenir l'une des économies les plus compétitives d'Europe. C'est un pays riche. Si vous avez un poste en Irlande comme professeur, c'est 2 fois plus que ce que vous avez aux États-Unis, c'est bien plus que ce que vous avez en Suisse. C'est un exemple simple. Donc c'est pour dire que les réformes ne sont pas mises. Comment les réformes ont marché? Ils ont réussi à attirer les grands groupes internationaux américains dans leur pays. Entre autres, évidemment, il y a une série, il ne s'agit pas seulement de cette réforme, il y a des réformes, je ne vais pas utiliser le mot structurel, parce que ça, c'est un mot qui a été utilisé une fois de plus, pour brider les actions de souveraineté et d'émancipation de notre peuple. Alors, sur le plan institutionnel, aujourd'hui, au Cameroun, le président de la République est élu dans une élection à un tour, pour un mandat de 7 ans, renouvelable autant qu'il le souhaite. C'est cela qui fait que le président Biya soit encore au pouvoir. Ce sont des dispositions qui vous conviennent? Non, absolument pas. Je suis pour le mandat unique. Mandat unique, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un mandat unique de 7 ans ou de 6 ans. Parce que j'estime que 7 ans, c'est suffisant pour transformer un pays. 7 ans, c'est 2 mandats en réalité. 7 ans, c'est comme 4 ans fois 2. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas eu entre ces 7 ans, dans ces 7 ans-là, une élection présidentielle, parce qu'aux États-Unis, c'est 4 ans tous les 4 ans. Et en réalité, les présidents gouvernent juste 3 ans, 2 ans et demi, et après se mettent à battre campagne pendant. Les présidentielles sont longues. Alors, si on a 7 ans, on donne aux gens l'opportunité de se préparer. Et aussi, on permet, c'est-à-dire quand vous êtes là, vous ne vous battez pas pour votre réélection, vous vous battez pour l'avenir du pays qui peut-être va succéder à votre position. Qu'est-ce que vous laissez comme trace? Plus de 7 ans, ce n'est pas humain, ce n'est pas acceptable, ce n'est même pas du point de vue de ce que ça rapporte à notre nation. On a besoin de respiration, on a besoin d'infuser de manière continue de l'énergie. Et ça ne se fait pas avec des gens qui viennent pour 4 ans, avec la carriérisation du personnel politique. Alors, vous êtes professeur d'université, vous êtes enseignant, vous avez fait l'expérience de l'éducation au Cameroun, où vous êtes né et vous avez fait vos études. Vous avez ensuite expérimenté la formation supérieure en France, en Suisse, au Canada et maintenant aux États-Unis où vous vivez. Alors, sur le plan de l'éducation et de l'enseignement supérieur au Cameroun, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous pensez que l'université au Cameroun marche comme elle le devrait? Ou alors, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter? L'université... Je ne voudrais pas manquer de respect à mes collègues camerounais, mais on n'a honnêtement pas d'université. C'est-à-dire qu'on n'a pas... il faut même simplement aller au Nigeria. Regarde cette émission. Je rigole, mais ce n'est pas un rire de joie, c'est votre mention à Famon Ndongo. Non, parce que c'est tragique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à la tête d'un département du 5 sur la quelqu'un qui a plus de 20 ans, comme Famon Ndongo. On ne peut pas avoir des universités sans initiatives de publication. L'université, c'est la publication. Bon, je sais, il y a Roger Mondoué, par exemple, qui a fait du bon travail à Tchanla. Il a créé les presses universitaires. Mais je les regarde et ça reste très artisanal. C'est-à-dire que, bon, là, je vais vraiment sur les questions, les points de détail, mais sur le point même de la compétitivité de nos universités. Oui, parce que là, jusque-là, vous étiez dans le secteur de la recherche. Oui, on produit des individus exceptionnels, mais en réalité, ce n'est pas l'université, c'est que ces gens-là qui sortent et qui brillent sont à l'université et ils partent de là pour briller ailleurs. Ce n'est pas
l'université camerounaise qui aujourd'hui... Non, je ne crois... C'est presque de... ce sont des autodidactes assistés. C'est-à-dire que quand vous allez dans une... Il n'y a pas de bibliothèque au Cameroun. C'est-à-dire que même quand on sort de l'université, parce que l'université c'est un écosystème, quand vous sortez même de l'université, vous devez pouvoir avoir accès à des bibliothèques, vous pouvez avoir accès à des voyages, à des conférences internationales, mais les conférences internationales n'existent pas au Cameroun. Quand pour organiser une conférence académique, c'est la croix et la bannière. Il faut passer par toutes sortes d'autorisations qui vont même jusqu'à la présidence de la République. Donc la vie, à l'université, je parle de choses que j'ai vécues. Alors l'université au Cameroun a été neutralisée par le politique pour des raisons politiques. Et aujourd'hui, l'université n'est pas un lieu d'innovation, de production de savoirs nouveaux, d'analyse de faits sociaux les plus importants. Quel que soit le sujet important que vous prenez par rapport au Cameroun, vous ne trouverez pas à l'université la réponse. Et c'est pas, quand je parle de l'université, je ne parle pas simplement des humanités. Même dans les sciences dites les plus dures ou en médecine, nous avons beaucoup d'universitaires récemment qui ont dénoncé la qualité de formation des médecins camerounais. Ils ont certains, et je ne parle pas de personnalités bien connues, vous les connaissez mieux que moi. Donc c'est pas aujourd'hui, il n'y a pas pour des raisons politiciennes, il n'y a pas d'université au Cameroun. Alors l'un des problèmes aujourd'hui de la formation universitaire au Cameroun, et les statistiques de l'Institut national de la statistique l'ont démontré à suffire, c'est que l'université aujourd'hui produit plus de chômeurs que des gens qui ne sont même pas du tout allés à l'école. Ça, c'est une inquiétude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans les rues plein de diplômés, mais qui ne peuvent rien faire. Ça, c'est un problème et c'est une préoccupation pour l'éventuel candidat à la présidentielle. Oui, la question, elle est importante, mais ce n'est pas la faute à l'université. Non. Ici, à l'université, je suis dans des listes de diffusion d'universitaires français. Ils sont des centaines de milliers, chaque année avoir des doctorats et à n'avoir rien à faire. C'est-à-dire que doctorat, pas seulement doctorat, HDR. C'est-à-dire que ils sont là, ils n'ont pas de poste. Ils vivotent avec des post-doc 3, 5, 10 ans. Et ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'adjunctification, où il y a les lecturers, les adjuncts, des gens qui ont été formés, qui sont docteurs, mais qui n'accèdent jamais à la sécurité de l'emploi, par exemple, d'un professeur. Je suis un privilégié, c'est-à-dire que parmi tous ceux qui ont les doctorats, par exemple, en sciences humaines, seule une infime portion arrive à avoir des postes de tenure track, c'est-à-dire que de rêve. Pour le reste, c'est le prolétariat universitaire. Donc, je comprends bien cet agacement des Camerounais par rapport au nombre d'universités au chômage, mais le problème, il est plus général que l'université. Mais évidemment, l'université a sa part, parce que quand je disais création l'innovation, perspective, possibilité, tout cela, ça découle d'une politique cohérente qui est mise en place depuis le sommet et qui n'existe pas. Il n'y a pas de politique d'insertion, d'intégration de l'université au tissu économique. Tout est segmenté. L'université d'une part, l'économique est d'une part, le politique est d'une part, chacun dans son couloir. Évidemment, on n'arrive à rien comme cela. Alors, sur le plan de ce que j'appellerais la mémoire historique du Cameroun, est-ce que c'est une préoccupation chez vous? Le Cameroun a connu une triple occupation coloniale, allemande, française. C'est le fondement de mon engagement. Oui. C'est-à-dire que c'est le fondement de mon engagement. C'est-à-dire que je pense que le problème principal au Cameroun, c'est la continuité coloniale. Oui. C'est le franc CFA. Nous parlerons de la question du franc CFA précisément, juste après. Même le tribalisme. Oui. C'est-à-dire que nous sommes quand même l'un des rares pays qui puissent aujourd'hui, si on jugeait ces affaires-là, documenter le génocide qui a eu lieu au Cameroun. Votre ami, parce que vous parliez de lui récemment, je sais que votre ami Deltombe, Thomas Deltombe, avec Domergue et Tatita. Jacob Tatita, oui. Ce qui est intéressant, ce que j'avais aimé dans le livre, c'est que ça s'ouvrait sur des notes personnelles du lieutenant-colonel Lamberton. Oui. Et ces notes-là, comment elles étaient désignées? DGR. Et la DGR est au Cameroun. En fait, l'héritière, c'est la CEDOC de Jean-Paul Chivet. Le document dit DGR, c'est un document de génocide.
Parce que quand vous parlez, quand on dit par exemple, comme certains de mes collègues les plus outranciers disent qu'il y a le boulot, en fait, ça c'est de la rigolade. Il y a eu un génocide de la France contre le Cameroun. C'est-à-dire que pas simplement les Wandi qui sont passés par les armes ou Félix Moumié qui ont été tués en Suisse ou les Omiobé. Il y a eu une manœuvre d'élimination systématique des Camerounais. Et jamais il n'a été donné. La France n'a rendu compte de tout cela. Et quand je parle de la France, c'est pourquoi? Parce que même aujourd'hui, la France est le principal pourvoyeur de mercenaires en Afrique. La question sécuritaire. Et au Cameroun, on semble ne pas s'inquiéter. Qu'un opposant au Tchad, là, a été tué, Yaya Diallo. Que les bases militaires françaises sont au Gabon, l'espace CEMAC. On croit qu'il n'y a pas de base militaire au Cameroun, mais s'il y a la libre circulation entre nos États, c'est qu'il y a des bases de fait militaires au Cameroun. En Centrafrique, en décembre, il y a un papier qui est passé inaperçu, parce que je n'ai lu, je ne l'ai même pas commenté, parce que je suis aux États-Unis d'Amérique, et je m'impose une sorte de discrétion sur beaucoup de sujets. La société Global Bank of Development a été recrutée. Non, ils n'ont pas été recrutés, parce que selon le journal Le Parisien, ils étaient en pourparlers avec le gouvernement centrafricain qui voulait diversifier ses partenaires en matière de sécurité. C'est-à-dire qu'en plus de Wagner, ils veulent avoir maintenant Global Bank of Development. Allez voir qui dirige cette entreprise basée à Washington, D.C. C'est qui? Le principal dirigeant, en fait, ce n'est pas lui qui m'intéresse, mais c'est deux lieutenants qui sont des membres de l'équipe qui ont travaillé avec Bob Denard, des Français. C'est deux Français. C'est deux Français. Donc, même quand on croit qu'il suffit de voir les pays dans lesquels Global Bank of Development, parce qu'ils sont spécialisés dans l'armement militaire, les drones et plusieurs autres questions importantes, quand on sait que ces gens-là, quand on voit ces gens-là s'intéresser à la Centrafrique, être basés au Gabon, est-ce que ces pays-là les intéressent autant que le Cameroun? Nous sommes la première puissance économique de la région. Alors, ne pas prendre conscience de ce que, dans notre espace vital, avec ces nations qui sont des nations sauvages, parce que c'est des nations occidentales, quand ils ont la première, un rapide rappel historique, quand la bombe atomique est lancée, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sûrs, on ne savait pas si ça pouvait faire sauter la planète, mais ils l'ont fait. Et là maintenant, ils ont la bombe nucléaire, c'est-à-dire un arsenal plus sophistiqué, mais ils se permettent de s'attaquer les uns les autres, de jouer les ventes à guerre entre eux. Et qui est le plus menacé dans ces ce ne sont pas des guerres, dans ces jeux d'influence? C'est le Cameroun. Nous sommes comme un État proxy. Oui. Nous pourrons le devenir. Alors, le point fondamental, y compris dans mon programme, c'est la création d'une industrie de l'armement, et tous les pays avancés le font. Pourquoi? Parce que l'industrie de l'armement, ça permet aussi par effet d'autres secteurs. Quel est l'intérêt pour vous d'une industrie de l'armement au Cameroun? C'est un intérêt sécuritaire ou alors un intérêt économique? Un intérêt sécuritaire, économique, scientifique. C'est-à-dire que pour avoir une industrie, prenons le cas de l'Iran, c'est-à-dire qui fournit aujourd'hui des armes et pourtant ils ont... Prenons le cas du Pakistan. Ces nations, comment est-ce qu'elles ont émergé? Peut-être nous aurons l'occasion de dire un mot dessus, c'est leur diaspora. Et la diaspora, ils étaient au Pakistan, c'était un professeur d'université aux États-Unis qui a pris les connaissances qu'il voulait, il est allé au Pakistan et il a aidé à créer la bombe atomique. Donc la bombe atomique au Pakistan. Donc vous voyez donc que la circulation des connaissances est importante. Les Camerounais de l'extérieur, leur participation est essentielle. Je ne vois pas qui au Cameroun, je ne veux pas être prétentieux, mais qui peut accéder plus facilement, par exemple, à des investisseurs new-yorkais qu'un professeur basé à New York. C'est-à-dire que si je veux aller voir le maire ou le président de New York, le gouverneur, je toque à leur porte et je vais les voir. Pas tout de suite peut-être, on a renvoyé ce qui arrive, mais je finis par les voir. Ce qui n'est pas donné, y compris pour des présidents étrangers, de voir ces autorités politiques, ces gens d'affaires-là. Mais moi, quand je vais les voir, si je vais les voir, ce n'est pas un commandeur, ce n'est pas, parce qu'une fois de plus,
je garde à l'esprit la sauvagerie consubstantielle de ces puissances. Ils sont des puissances de destruction. C'est-à-dire que quand l'un des intérêts sont en jeu, le Cameroun, on soufflera dessus et on cessera d'exister comme si de rien n'était. Donc nous avons intérêt, vis-à-vis de la France, à bien dire que voici les frontières du Cameroun. Les frontières du Cameroun s'étendent au-delà du Cameroun, ils vont jusqu'au Tchad, jusqu'en Centrafrique, jusqu'au Gabon, et par conséquent, ils doivent libérer cet espace qui est notre espace vital. Oui. Alors, vous parliez du passé colonial du Cameroun tout à l'heure, et l'une des, peut-être même la plus grande survivance du colonialisme français au Cameroun, c'est le franc CFA, une monnaie d'essence coloniale qui continue d'avoir cours au Cameroun. Alors, vous plaidez pour quoi? Le maintien du franc CFA ou alors pour une rupture, ce qui serait équivaudrait également à une rupture avec la France? Oui, non, les pays, nos relations, il ne faut pas avoir cette vision caricaturale des rapports entre États. Oui. C'est-à-dire que nous aurons toujours besoin des commerçants avec les Américains, avec les Français et autres. Ça, c'est clair. Nous n'allons pas... Les Russes ou les Chinois ne seront pas à mesure de nous donner, du point de vue de nos ambitions, tout ce dont nous avons besoin. Hein, et puisque, de toute manière, même en état de guerre, ils commercent avec toutes ces entités-là. Donc, nous, pareil. Mais cette possibilité-là ne nous empêche pas de dire, de poser nos conditions, ce qui est essentiel pour nous. Maintenant, concernant le franc CFA, c'est un problème de dignité. C'est un problème de fierté. C'est un problème économique. C'est un problème juridique. C'est un problème de mémoire historique. Juridique, par exemple. Oui. Que dit la Constitution camerounaise sur le plan du régime d'émission de la monnaie? C'est la loi qui en dispose. Donc, concurremment, le Parlement, le président de la République. Mais qu'est-ce qui crée la BEAC et le franc CFA? Bien sûr, il y a ces raisonnements selon lesquels l'internalisation dans l'ordre judiciaire, c'est-à-dire la ratification et autres. Mais cela ne vaut pas pour des questions aussi essentielles que la monnaie. C'est comme si, pour aller en guerre maintenant, on prenait, voilà, parce qu'on est BAM de la CEMAC, une disposition, le Conseil des ministres décide et puis on suit. Non. Donc il y a une violation même de notre propre loi. Il n'y a jamais eu de débat dans l'un quelconque des États membres de la zone CFA, de débat sur le franc CFA, sur la BEAC, sur la dévaluation. Et pourtant, son débat ont existé en France. Au point que lors de la dernière dévaluation du franc CFA, les entreprises et les individus camerounais français présents en Afrique et même en France ont été systématiquement dédommagés. Oui. Alors, comment est-ce que vous dédommagez les Français, comme ils l'ont fait de toute manière dans le cas de la Seconde Guerre mondiale avec nos vétérans, et les Camerounais? Il n'y a pas une couverture sociale qui est même pas, on peut dire un fonds de 200 milliards comme ça qui aurait été créé pour accompagner les entreprises. Rien de tel n'a jamais existé. Donc avec vous, le franc CFA, c'est terminé? C'est mort. Oui. Alors est-ce que vous avez quand même conscience que s'attaquer, entre guillemets, au franc CFA revient à remettre en question quand même quelque chose, une chose à laquelle la France semble être attachée? Tous les présidents qui sont succédés ces dernières années ont proclamé une certaine rupture et tout, mais ne sont jamais allés au bout. À partir de Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, personne ne réussit à franchir le pas. Qu'est-ce qu'on fait? On force la main ou on négocie? Quelle va être votre stratégie? Parce que cela semble quelque chose de vital pour la France de continuer à tenir cette laisse. Non, ça semble pas, ça l'est. Voilà. Ça l'est, c'est-à-dire qu'on parle de précaré, de France-Afrique, de francophonie. Oui. Et le Cameroun semble être un État pivot. On parle d'empire France-africain. Oui, d'empire français. Oui. La réalité de la colonisation et du racisme n'est nulle part plus présente qu'en Afrique. C'est-à-dire que je suis moins victime de racisme. On a beau voir tout ce que nous observons en France et aux États-Unis en matière de racisme, c'est dans nos pays que cela s'exprime le
plus drastiquement, plus violemment cette violence-là. J'ai donc la chance que c'est un combat dans lequel d'autres m'auront précédé. C'est-à-dire que s'ils veulent, donc, dans l'ordre des choses, dans la pure tradition des assassinats des présidents qu'ils ont effectués dans la période post-coloniale avec Bob Denard et avec d'autres mercenaires, ils vont donc commencer par tuer le président sénégalais, ils vont tuer le président le nouveau qui est clairement opposé. Ils vont jouer les présidents de l'AIS, ils vont tuer. Non, c'est le mouvement de l'histoire. Il n'y a rien à faire. Donc aujourd'hui, c'est un mouvement d'histre qui veut en finir avec cette monnaie qui est d'essence coloniale. Et il ne faut pas s'en cacher. C'est-à-dire que le passage du franc français à l'euro a été précédé d'une communication longue où on expliquait au peuple ce qu'on allait faire. Donc je ne vais pas arriver au pouvoir et annoncer aux Camerounais que bon, demain, la monnaie aux investisseurs, là il y a problème. Mais si déjà j'annonce ce que je vais faire et je fais, ce sera plus facile pour moi de mettre en œuvre ces politiques. Parce qu'ils sauront que j'ai été élu pour cela. Mais si je ne suis pas élu sur la base de cette promesse et qu'une fois président, je décide de changer, il peut arriver ce qui est arrivé à Omar Bongo, où il a, à un moment donné, décidé que l'anglais serait la langue officielle du Gabon avant de rétro-pédaler quand il a menacé, parce que cela ne faisait pas de son contrat, partie de son contrat avec son peuple. Et les Français, ayant entendu cela, évidemment, là, c'est pas des faits documentés, mais des commentaires qui ont eu lieu face à ces rétropédalages. On l'a vu maintenant revenir sur sa décision de faire du Gabon, de l'anglais, une langue En tout cas, sur la question du franc CFA, on va observer très attentivement ce que fera concrètement Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Non, je dis c'est même encore plus facile parce qu'il y avait déjà le cadre de l'éco et le Sénégal faisait partie justement la question de des pays qui freinaient des quatre fois avec Macky Sall. C'est-à-dire que si lui déjà, donc il est là en réalité, il va débloquer la situation, le dernier. Et il est très clair là-dessus, soit il va se mettre avec les autres dirigeants de l'Afrique de l'Ouest avec la monnaie qui a déjà été imaginée, l'éco, et si ça ne marche pas, le Sénégal se retire tout seul, un peu comme la Mauritanie. Il y aura des liens, des nouveaux liens, un axe avec l'AES qui va se créer, et nous aussi, on pourra, y compris, entrer dans cette éco-là. C'est-à-dire que les configurations géographiques d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, c'est des héritages coloniaux. Rien ne nous empêche d'être membre de la CEDEAO d'Afrique de l'Ouest si au centre, on n'a que des dirigeants qui ne veulent pas suivre le droit de l'histoire. Voilà, c'est vous qui l'avez dit. Alors, finissons très rapidement, Eric Tchimi, sur la question de la relation avec la France. Le CFA, c'est lié à la France et tout. On parlait du passé colonial du Cameroun tout à l'heure. Alors, avec la France, qui semble très très présente dans la politique des pays d'Afrique francophone, surtout centrale. Alors, avec vous, ce sera quoi? Rupture, véritable rupture, c'est-à-dire coupure du cordon ombilical, peut-être sans anesthésie, ou alors continuité? Non, il n'y aura aucune espèce de continuité. Vous avez quand même un prédécesseur, Paul Biya, qu'on considère comme le meilleur élève de la France. Oui, c'est l'un des problèmes les plus graves. Non, mais une fois de plus, il n'y a même pas, y compris de la France, de crainte à avoir. C'est-à-dire que la France, des pays, l'Allemagne était une grande puissance coloniale, mais aujourd'hui, elle s'en sort, c'est la première puissance économique mondiale après les 2 ou 3 européennes, sans avoir eu besoin de cela. Donc il y a de leur part en réalité quelque chose qui relève non pas du besoin, mais simplement du racisme, de cette idée-là qu'ils doivent contrôler. Alors si j'arrive, quand je suis élu, effectivement, il s'agit de redéfinir ces relations-là. De dire que... Redéfinir les contours de la relation entre le Cameroun. Il ne s'agit pas de détester les Français. Je suis ici, mais le français, ça fait partie de moi. Je suis fier de lire la culture française, je suis fier de parler français. Vous avez publié en français dans les maisons d'édition en France. Oui, donc ce n'est pas un rejet total de la France, parce que si nous le faisons, une fois de plus, je suis aux États-Unis, je vois l'influence de la France. Allez en Chine, vous allez voir comment la France est admirée. Ils ont une culture, un savoir-faire dans plusieurs domaines, mais simplement, quand on va au Cameroun, on se rend bien compte que ni leur culture, ni leur savoir-faire ne font partie des choses qu'ils nous jugent dignes de recevoir
Donc c'est ça qu'il faut changer. Si vous nous voyez comme des amis, traitez-nous comme vous traitez les Américains, traitez-nous comme vous traitez les Chinois, venez investir, ou bien traitez-nous comme vous traitez peut-être les Kenyans. Ils ont ouvert des instituts parce qu'ils voulaient évidemment s'approprier des régions anglophones. Mais qu'est-ce qui a été fait au Cameroun par la Donc France? vous voulez une nouvelle relation avec la France qui serait plus égalitaire? Oui, et on a de la chance qu'il y a des gens plus extrêmes que nous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui considèrent que la rupture doit être vraiment totale. Moi, je ne le pense pas. Et je pense que c'est à la France de faire, pas au président Macron, à celui et c'est possible en réalité. C'est-à-dire qu'il suffira que les Français élisent celui qui est le mieux à même, un président progressiste. Parce que c'est aussi leur responsabilité. Je ne vais pas dire que c'est la faute de l'État, c'est pas la faute des Français. Les Français ont une responsabilité historique dans la colonisation. Ils venaient, quand nous étions présentés dans les zoos à Paris, les Français venaient voir, on n'a pas dit qu'ils ne savaient pas. Il y avait des documentaires qui étaient tournés. Universelle. Et l'histoire, ils savaient. Donc ils ont en permanence été acteurs, témoins de cette histoire. Aujourd'hui aussi, on ne peut pas dire qu'ils ignorent. Donc leur responsabilité aussi, c'est de placer à leur tête des individus, des dirigeants qui peuvent redéfinir les relations avec les pays dits du Sud, avec les pays africains. Alors, quelle va être la place de la diaspora dans votre programme? Vous vivez ici aux États-Unis, vous avez le contact avec d'autres Camerounais des milieux universitaires et d'autres milieux. Vous n'avez pas vécu qu'aux États-Unis, vous avez vécu également en Suisse, en France, au Canada. Quelle va être la place de la diaspora dans votre projet? Vraiment celle d'une 11e province. C'est-à-dire que... ah oui, carrément une 11e province. Oui, ou région, dans le cas du Cameroun. Oui, parce que il faut... et d'autres États africains le font déjà. C'est-à-dire que... et ça va, quand on se plaint aujourd'hui de l'exode des Camerounais vers l'étranger, moi je le vois comme... de l'espace libéré pour ceux qui sont là, qui se plaignent du chômage, et en même temps des fonds qui arrivent encore un peu plus de l'extérieur. C'est important, ces fonds de l'extérieur, parce que c'est plus important que l'aide publique au développement que nous recevons de d'autres pays réunis. Et ça va augmenter dans les années à venir. Et pour que cela soit, pour encourager la diaspora, pour la rendre plus unie, parce qu'il y a un problème, évidemment. C'est-à-dire que diaspora, même, quand on dit diaspora, on a l'idée de Camerounais de l'extérieur qui seraient unis ou organisés. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être unis pour des manifestations ponctuelles, mais dans le cas d'une force vraiment extérieure qui vient en appui des efforts du gouvernement en matière stratégique, en matière universitaire. Ce sera aussi l'un des points clés de la révolution copernicienne que je vais apporter dans ma gouvernance. La place des Camerounais de l'extérieur. Les questions liées au projet, à la double nationalité, évidemment, sont abordées dans un livre. Justement, est-ce que votre pensée sur la double nationalité a évolué? Parce que vous avez publié en 2012 chez l'Harmattan un ouvrage intitulé « Le principe de double nationalité au Cameroun ». Et dans cet ouvrage-là, vous semblez donner raison à la loi camerounaise qui invalide le principe de la double nationalité. Oui, absolument. Alors, est-ce que votre pensée... Ah non, ça n'a pas changé. J'estime simplement que, en fait, quand je donne raison, je dis d'abord qu'il n'y a pas de... Quand on entend code, c'est vraiment un code. C'est-à-dire qu'on a un recueil de lois et de textes. Or, le code d'affaires camerounais, c'est 2 pages, très, très incomplètes. Donc, je suis pour déjà la correction, je crois. Oui, la correction des incohérences de cela, mais simplement la double nationalité comme telle, elle existe dans très peu d'États au monde qui utilisent le mot de double nationalité. Par exemple, vous êtes américain, il faut avoir tous les États du monde, ça ne les regarde pas, ils ne reconnaissent que votre nationalité américaine. Jusqu'au jour où vous décidez de renoncer à ces nationalités-là. Oui, dans ce cas, donc, franchement, c'est une double nationalité, c'est un leurre. C'est maintenant en Allemagne qu'on essaye d'instituer la double nationalité parce qu'ils ont des problèmes démographiques qu'on sait. Dans le cas du Cameroun, d'abord, c'est un problème qui se pose à 0,0001% des Camerounais de l'extérieur. Parce que déjà, les processus d'attribution de la nationalité ici, ils ne sont pas... Et aussi, on sait que d'avoir un passeport américain, un passeport français, n'a jamais empêché quiconque d'investir au Cameroun, de rentrer au Cameroun. Donc, il y a là des questions qui, pour moi, peuvent être résolues, par exemple, par l'ouverture de nos frontières
simplement, si vous êtes Camerounais, vous n'avez pas besoin de visa pour rentrer. Ça peut être facilement résolu. Mais pas besoin d'aller jusqu'à valider l'ambition de quelques-uns de jouer avec les limites. Parce que si on va jusque-là, il faudrait donc qu'on puisse aussi imposer à ces doubles nationaux de payer leur part dans l'impôt. Là, ça va encore poser d'autres problèmes juridiques parce que nous partons en position de faiblesse par rapport aux autres États. Nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Juste 2 ou 3 questions pour la route. Le Cameroun aujourd'hui fait face à un grand fléau, c'est les détournements de fonds publics et la corruption. Alors, quelle est votre formule pour mettre fin à cette histoire qui plombe sérieusement le développement du pays? La réforme judiciaire, c'est-à-dire que déjà, vraiment donner au pouvoir judiciaire une vraie autorité, c'est-à-dire que la Cour des comptes, un pouvoir de police, un pouvoir d'autosaisine qui est réel et qui n'est jamais entravé par le pouvoir exécutif. Ça, c'est déjà la moindre des choses. L'indépendance de la justice. Et aussi maintenant rendre les partenaires internationaux, parce que cela se passe toujours en complicité avec les paradis fiscaux, avec des États tiers. Parce que si cet argent est détourné pour rester au Cameroun, bon, dans ce cas, en réalité, cela devrait profiter même à notre économie. Parce que si c'est dans nos banques, comment c'est difficile? Mais s'il s'agit d'argent terrorisé dans les sous-sols, évidemment, on va prendre cet argent-là et le remettre aux Camerounais. Donc le problème de la corruption, c'est un problème de gouvernance, j'aime pas non plus beaucoup ce mot, le problème de gouvernance démocratique, le problème de gouvernance économique, le problème des outils que nous utilisons même dans la gestion quotidienne Cameroun. Regardez, en tant que Camerounais de l'extérieur, si je veux, j'ai essayé d'aller sur le titre du crédit français, avoir accès à cette propriété, ou bien, mais c'est toujours impossible, c'est mal fichu. Il n'y a pas de charte graphique qui permet de savoir qu'il s'agit d'un site gouvernemental, d'un site institutionnel au Cameroun. C'est chaque département, chaque direction qui fait quelque chose avec l'informaticien du quartier. Et tous ces éléments-là permettent effectivement qu'il n'y ait pas de traçabilité par rapport déjà à la gestion. Si tu veux acheter du terrain et que vous avez de la malchance, vous ne pourrez pas le faire. Pourquoi? Parce que la corruption est reine. Or, s'il y a un processus de transparence où tous les gens peuvent accéder en s'identifiant par Internet, en donnant, cela sera un gage de transparence et de responsabilité pour tous. Donc il y aura forcément, on parle d'infrastructure routière et tout, mais l'infrastructure numérique est aussi essentielle dans le Cameroun nouveau. En un mot vraiment, comment vous vous définissez comme un intellectuel de gauche, de droite, un intellectuel et un homme politique de gauche, de droite, ou alors vous n'obéissez à aucune de ces classifications occidentales? Je suis plus rétrograde. Oui. C'est-à-dire qu'il faut remonter peut-être à 4 siècles auparavant pour trouver le mot. Je suis un abolitionniste. Oui. C'est-à-dire que je viens mettre fin, briser les chaînes que nous imposent les puissances françaises, occidentales, dans nos propres pays, avec nos propres ressources. Et oui, c'est comme ça que je voudrais passer à l'histoire si je suis élu. Mais encore une fois, je suis à cette phase de ma candidature où je ne me rêve pas encore en présent. Ce que je visualise, c'est Éric, le candidat. C'est le professeur Tchimi comme candidat. Quand je serai Éric Tchimi, le président de la République, ou bien Éric Tchimi en campagne, il y a des éléments nouveaux, notamment le programme qui sera publié, et des actions fortes qui seront posées. Donc, à ce moment-ci, ce serait aller un peu vite en besogne d'imaginer déjà ma prestation de serment. Donc, en tout cas, vous verrons certainement au Cameroun pendant la campagne. Nous arrivons donc au terme de cet entretien. Juste la toute dernière question. Une élection présidentielle, ça coûte cher. De quel soutien disposez-vous pour pouvoir atteindre vos objectifs? C'est la dernière question. Je suis dans la ville la plus riche du monde, avec les Camerounais de l'extérieur qui sont prêts à participer et qui participent toujours. Je bénéficie donc d'un levier de levée de fonds que beaucoup de Camerounais sur place n'ont pas. C'est-à-dire la première chose à faire, évidemment, si vous voulez changer le Cameroun, c'est d'être en mesure de réunir 4, 5, 6 milliards pour les scrutateurs, 4, 5, 6 milliards pour le risque politique que prendront ceux qui pourront aller en prison pour vous. Tout cela... Ça fait déjà près de 12 milliards. C'est le minimum qu'il faut pour gagner une campagne présidentielle au Cameroun. Et vous pensez pouvoir les rassembler? J'espère.
Je vous souhaite bonne chance là-dessus. Merci beaucoup. Alors, vous avez publié, je le disais en introduisant cette émission, de nombreux ouvrages. J'en ai lu quelques-uns. Votre premier que j'ai lu, c'est celui de 2012. Et que vous avez recensé. Merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. Le principe de double nationalité au Cameroun, paru aux éditions L'Harmattan. Ensuite, vous avez publié un roman, Le métier d'aimer, que j'ai lu également, très beau roman. Merci. Un troisième roman que j'ai lu également. Et que vous avez voilà. eu J'en ai fait une note de lecture à l'époque. Et que vous avez modéré d'ailleurs à la Fondation lors de la Mouna. présentation. Okay, merci beaucoup. Migrant Diaries. Oui. Voilà. Et voici les derniers ouvrages que vous avez publiés. Vous êtes très prolifique, bravo. L'origine du mal, c'est un roman. C'est signé Eric Essono Timi. Cet autre livre, l'un des tout derniers, alors Les Inadmirables, essais sur l'art, forcément peu subtil de la bêtise, Eric Essono Timi, une fois de plus. Il y a cet autre livre, L'antiracisme rend-il heureux? Voilà, c'est un autre livre de vous. Un autre ouvrage également, De quoi la littérature africaine est-elle la littérature? Et enfin, cet ouvrage, Vous autres civilisations, savez maintenant que vous êtes mortels. Voilà. Professeur Eric Essono Timi, merci de nous avoir accordé cet entretien. Et rendez-vous au Cameroun, ce sera pour la campagne. Et rendez-vous est pris. On entrera plus en détail sur ce que vous proposez aux Camerounais. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette émission ici aux États-Unis, à New York, avec notre invité, le professeur Eric Timi, candidat à la présidentielle de 2025. Merci. Nous avons pensé, pour mieux répondre à vos attentes, nous avons pensé, pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situé dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24 h sur 24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés.
Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre.